Bonsoir Evelyne, Bonsoir, Fleur. comment tu vas? Comme c'est comme ça, comme on dit à Abidjan, ce métier. Bon, après ça me fait rire parce que l'exercice, j'interviewe des gens parfois que je ne connais pas. Il y en a que je connais et toi tu fais partie des gens que je connais, mais depuis longtemps. C'est vraiment la grande sœur de la grande sœur. Et puis aujourd'hui on dit bon, il faut qu'elle explique ce qu'elle fait. Je vais essayer. Je vais Non, mais essayer. Je ça sais va pas bien se si je vais passer. trouver les mots juste, mais bon, ça va aller. Ça va bien se passer. Merci en tout cas d'avoir accepté. Je sais que ton emploi du temps, c'est un emploi du temps de ministre, Non, 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 pas ministre, pas de de ministre, chercheur. de chercheur. Oui. Ou ministre sans le budget, hein, parce que Non, 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 ministre, pardon. Surtout pas dans nos conditions, là. ok, d'accord. Mais bon, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui vont écouter ou qui écoutent? Bon, je suis Evelyne Touré, chercheur en climat, je peux dire, à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est connue plus sur le vocable de l'université de Cocody, qui est la première université de Côte d'Ivoire. Et je suis au département de physique. Voilà. Les sciences du, si on veut dire. Le nom est là, les sciences dures. Qu'est-ce qui t'emmène à la physique, en vrai? Je t'avoue, bon, c'est vrai que dans la famille, vous êtes tous dans les STEM qu'on dit dans les sciences dures. Qu'est-ce qui vous emmène là? Qu'est-ce qui t'envoie là-bas? Bon, je sais pas, je pense que c'est la providence, la divine providence qui m'a mis. Sinon, moi, quand j'étais petite, je rêvais de devenir plutôt médecin. Et ce rêve-là, après le bac, ça n'a pas marché. Et je me suis retrouvée en sciences fondamentales appliquées à l'université dans le temps à Bobo-Djamé, qui est aujourd'hui l'université Nangur à Bobo. Et là, j'étais en, ils appelaient ça dans le temps SFA8. Et puis de là, je partais d'abord faire, je peux dire l'informatique, MIAGE, qui Mm. était informatique appliquée à l'économie. Et très tôt, je me suis rendu compte que l'économie, c'était pas pour moi. Compter l'argent des autres, je peux dire, n'était pas pour moi. Et il y avait l'option tronc commun sciences de la matière où je me suis sentie vraiment à l'aise, faire la physique et puis bon, c'est de là que tout est parti, quoi. Après, j'ai eu des mentors qui m'ont, bon, venant d'une famille très modeste, on s'est dit on va devenir professeur de physique dans un lycée au moins pour essayer d'aider la famille. Et puis très tôt, il y a des mentors des professeurs déjà qui m'ont pris, qui ont décelé en moi je peux dire, la possibilité de faire plus qu'un professeur de lycée et qui m'ont encouragé, qui m'ont accompagné. Et puis bon, j'ai embrassé cette carrière de chercheur, si je peux dire. Bon, je sais pas, faut que je marque une pause parce que tu viens de dire des noms. Pour quelqu'un qui n'est pas ivoirien, il va pas comprendre. Mais il faut que je mette le contexte. À l'université, quand quelqu'un va faire les préinscriptions, c'est-à-dire après le bac, Mhm. ceux qui vont vers SFA, CBG, je le dis parce que CBG, je pense que c'est chimie, biologie, géologie. Mhm. Mais ceux qui ont fait l'université, vous dire savent qu'on appelle ça ce que blanc a gâté. Bon, tout ça, ça fait partie des sciences dures, en fait. Oui, des sciences, Ouais. c'est les mathématiciens, c'est les physiciens, c'est des gens qui ont fait le bac scientifique et Oui. c'était revenu comme des filières difficiles, compliquées. Donc, quelqu'un entre et continue jusqu'à la licence, la maîtrise. Franchement, vous imaginez le niveau, non. Là, franchement, c'est chapeau bas, c'est révérence. Non, tu connais pas Bon, quelqu'un. je Honnête. pense que c'est vice-versa. Bon, très tôt, j'aimais beaucoup les mathématiques. Je pense qu'au départ, même quand je suis allée en SFA, je pense que au départ, c'était d'abord les maths plus que la physique. Donc, parce que au lycée, au collège, j'étais bien en maths. Et après, Quand tu dis je que tu trouvais étais bien en les maths, mathématiques je fais des trop pratiques. difficiles. Quand tu étais bien en maths, c'était quoi les moyennes? On parle de moyenne sur 20. C'était Ah, bon là, tu rentres dans des secrets, hein. non. Mais c'est ça la Bon, base. bon, ça dépend. En fait, je peux dire au premier cycle, on était dans une classe où les gens se retrouvaient avec des 18 de moyenne en maths facilement. Bon, J'étais pas ok. la première, mais Mhm. j'étais pas la dernière non plus. Ouais, 18. Ok, d'accord. Donc,
Mais au fur et à mesure qu'on monte, j'ai fait un bac C aussi, il faut que je le Ouais, dise. ouais. Le bac, je pense que maintenant ils appellent ça sciences mathématiques. Donc, qui est plutôt plus axé mathématiques. Donc, j'ai eu un bac C. Et puis, bon, bac C avec la médecine, c'était pas aussi trop ça. Donc, du coup, je pense que tout s'est, comment on appelle, décanté par soi-même. Donc, je suis allé plutôt vers les sciences, rester dans mes sciences mathématiques. Et au départ, c'était les mathématiques. Mais il faut que j'avoue, quand je suis arrivé à l'université, les mathématiques de l'université étaient différentes de ce qu'on faisait au lycée. Et ça Je devenait trop rappelle abstrait. Ça exactement. devenait trop abstrait. Je pense que c'est un cours d'algèbre, si je me rappelle bien, après un cours d'algèbre où on avait parlé d'une notion de trou fermé, trou ouvert. Et là, je n'arrivais pas à concevoir ça. Du coup, j'ai dit, bon, ça, c'est bon. Les mathématiques, j'en peux plus. La physique, par contre, c'était plutôt vraiment, c'est la science concrète, je peux dire. C'est Ouais, la science c'était de tous les limpide, jours. c'était vraiment Voilà. Donc, du coup, tu résous des problèmes concrets et on voit l'évolution. Donc là, et d'abord, même parfois, on se retrouvait, je me rappelle, quand on faisait les cours il y avait l'équation de Schrödinger, il y avait des longues équations comme ça, il y avait une partie imaginaire, une partie réelle. Donc, le mathématicien, généralement, a tendance à vouloir résoudre toutes les parties de l'équation. Et nous, en physique, généralement, on faisait l'hypothèse que la partie imaginaire, c'est quelque chose qui n'était pas possible, qui ne pouvait pas arriver. Donc, on se contentait de la partie réelle. Je pense que ça a été là l'un de mes déclics aussi. Et puis, bon, j'ai aimé les sciences physiques. C'était concret. On voyait ce qu'on faisait. Je peux même dans le parcours, surtout pour nous, j'aime bien dire les familles modestes pour dire que c'est, c'est pas comme dans une famille où les gens savaient exactement faire ceci, tu es bien guidé, bon, tu vas un peu à tâtons. Il y avait d'abord l'amour de la chimie aussi, la chimie qui était vraiment très, mais je me suis rendu très tôt. En chimie, ce qui m'a fait fuir, c'était plutôt les boileaux. Parce qu'en chimie, il fallait pratiquement tout retenir. Comprendre, bon, bon, je n'arrivais plus à retenir parce que il y avait, j'ai un collègue qui a fini par faire chimie, lui, je lui dis toujours que c'est les attaques dorsales, les attaques, quoi, qui m'ont fait fuir parce que je n'arrivais pas à comprendre comment à quel moment exactement. Quand je pensais que c'était une attaque frontale, c'était plutôt une dorsale, donc du coup, je me suis dit la chimie aussi, c'était pas pour moi. Donc, il me restait que la physique puisque j'étais dans une filière de sciences physiques. Donc, je me suis orienté vers la physique. Et puis, certes, c'était plus difficile, mais au moins, je suivais les étapes, j'arrivais à comprendre pourquoi est-ce que 1 + 1 donnait 2 et toutes les étapes étaient vraiment intéressantes, quoi. ouais, ça, franchement. À t'entendre parler, c'est limpide. Mais pour le commun des mortels, comme nous. C'est une histoire d'amour. Quand tu aimes Exactement. ce que tu fais et puis bon, tu es passionné, je pense que la passion aussi nous pousse un peu plus, quoi, à aller plus loin, à résoudre l'équation, à trouver la bonne solution, à trouver le bon chiffre qui va avec. Bon, c'est Et ça. aujourd'hui, comment tu décrirais ton métier? Surtout à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. Bon, bon, d'abord, je suis chercheur. Quand on entend chercheur, généralement, chez nous, on dit les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ça, c'est l'adage, c'est ce qu'on dit. Bon, peut-être pour résumer un peu, ou bien faire un rapprochement, quand on est malade, on va voir le médecin qui va faire un diagnostic et puis chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on est tombé malade, d'où ça vient, tout ça. C'est un peu ce que nous on fait aussi au niveau de la recherche. On a notre société aujourd'hui qui évolue, il y a des phénomènes arrivent. Par exemple, puisque je suis climatologue, il faut que je parle du climat. On voit qu'on est en train de vivre les changements climatiques, comprendre la cause, d'où ça vient, où est-ce qu'on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Donc, poser ce diagnostic-là pour essayer je peux dire, orienter nos politiques ou bien dire ce qu'on pourrait faire pour pouvoir atténuer, bon, quand on dit atténuer, c'est un peu ralenti. Voilà, voilà. Donc, je pourrais peut-être me présenter comme un médecin du climat. Voilà, c'est pour dire ça Mm. dans le jargon, pour que tout le monde puisse comprendre. Ok. Donc, tu vas
je vais te dire, faire une analyse de ce qui est là, saisir un état et puis faire des hypothèses et aller tenter de trouver les réponses à ces hypothèses-là, si elles sont justifiées ou pas. Ouais, ça, c'est dans le Mmh, secteur du climat. et c'est ça. OK. Bon, puisque ce sont des sciences physiques, bon, Oui. physique de l'atmosphère, donc on observe un phénomène, on essaie de comprendre pourquoi on est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui a été les causes, bon, je voudrais dire causes lointaines, causes immédiates, pourquoi on a eu ce résultat-là, et comment est-ce que, parfois ce sont de bons résultats, comment est-ce qu'on peut répliquer? Bon, si on est entré, ce sont les applications de la physique qui nous permettent aujourd'hui d'être là, donc de se voir bien qu'on soit, je sais pas, des milliers de kilomètres. Donc, C'est c'est cela. tout ça ensemble. C'est parce que les gens réfléchissent derrière. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Comment je peux eh, répondre à trouver une solution concrète à un problème de la société que petit à petit, chacun fait son petit bout de chemin et quand on met ensemble, Mmh. ça nous permet d'arriver là. Mmh. Et quelle est la chose que tu préfères le plus dans ton travail? Je sais pas, c'est une colle ça, c'est une grosse colle. Bon, peut-être concrètement, c'est de ce que je préfère, je peux dire, j'ai appris de personnes, c'est de transmettre le savoir en fait. C'est un peu comme tu envoies ton enfant au CPE au départ, il ne sait même pas il sait pas lire les lettres et puis bon, au bout de l'année, en fin d'année avec à force de travailler, on se rend compte qu'il arrive à connaître l'alphabet, mettre comment on appelle, des syllabes ensemble, former des mots. Donc c'est la même chose aussi pour nous, dans la recherche. Souvent, on prend des étudiants qui, au départ, non, je dirais pas, n'ont pas le nouveau, ils ont l'amour, mais ils n'ont pas les outils nécessaires. Donc, on les forme et puis c'est toujours un plaisir de voir qu'on arrive à la fin, la personne a son diplôme, il est heureux, soit il nous rejoint dans la recherche ou bien il trouve son chemin et il commence à faire sa vie. Je pense que c'est le plus gros bonheur OK. qu'on a. Ça de contribuer, je veux dire de participer à la vie, je vais pas dire académique, mais académique et Oui, à la formation de nos jeunes, au moins laisser quelque chose, voilà. Parce que la génération passe et on a reçu de personnes, donc nous aussi, bon, j'essaie tant bien que mal de transmettre aussi le savoir, le peu de choses que je sais aux autres, Mmh mh. Et tu travailles, seul ou en équipe? Parce que en équipe. La ça veut recherche n'est pas facile. ça veut dire qu'on peut pas faire ça, on peut pas faire de recherche seul? Dans le domaine de la physique ou du climat, j'entends? Ou Je pense qu'aujourd'hui, pour être honnête, personne ne fait la recherche tout seul. Et même quand on regarde l'évolution de la société, les premiers savants, si aujourd'hui on a l'électricité, on a ceci, tous ceux-là n'ont pas travaillé sur. Généralement, on bâtit soit avec des gens, ou bien on bâtit sur ce que des gens ont commencé. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail à vraiment la chaîne. l'expérimental, Donc, en fait, OK. Tout à fait. Et de travailler seul, pardon, de travailler en équipe, ça ça inclut quoi comme, comme rapport aux autres? Est-ce que parce que chacun peut avoir sa thématique, je me dis, après tu me corrigeras, mais chacun a ses hypothèses ou a ses sujets et est-ce que tout le monde doit s'entendre sur le sujet pour travailler ensemble ou juste, chacun donne son opinion sur ce qu'on fait et toutes les autres personnes, j'allais dire, vont tirer ce dont elles ont besoin pour continuer? Comment ça se passe? bon, travailler en équipe, c'est d'abord accepter de dire que on ne sait pas tout. Parce que ça, c'est quelque chose, il faut Je, bon, je suis africaine, je suis croyante, donc je préfère toujours mettre seul Dieu sait tout. Nous, les hommes, on a juste une partie du savoir. Et parfois, on a je peux dire, on a une réflexion assez limitée. Et quand on travaille en équipe, accepter d'écouter les autres, voir des points de vue différents, permet d'intégrer des choses, des aspects du problème qu'on n'avait pas forcément vu et il faut pour ceux qui c'est pas facile de travailler en équipe parce que ça demande aussi d'avaler un peu de son orgueil, de se remettre aussi en question, d'accepter
d'être corrigé, d'être rattrapé, de dire que ça, ce qu'on pensait n'était pas, était assez limité. Et parfois, les égos, on est tous, les égos ne sont pas aussi faciles à Canal. encadrer. Voilà. Donc, et on vient aussi de divers horizons. Certains voient la diversité comme un problème, mais moi, je vois ça plutôt comme une richesse. Prendre les diverses opinions. Et le plus souvent, je trouve que ça m'enrichit en tout cas. Et j'aime bien travailler en équipe. Faire un bout à donner à quelqu'un d'autre ou bien ajouter, demander l'avis de quelqu'un, ça aide à s'améliorer et ça aide à avoir, je dirais pas une vision globale, mais une vision plus large du problème qu'on est en train d'aborder pour pouvoir intégrer certains aspects qu'on n'avait même pas peut-être au départ pensé à cela. Quelles sont les idées reçues qu'il y a sur ton métier? Si tu les connais, bien sûr, s'il y en a. Bon, je pense que ça, il y en a dans tous les domaines. Je pense que moi déjà, bon, l'une des, pour quelqu'un qui a commencé très tôt dans les sciences, je peux dire dans les sciences du, un stéréotype était, ah, cette petite fille là en train de faire telle ou telle filière. Ça, je l'ai trimballé, parfois même jusqu'à aujourd'hui. On trouve que soit je fais trop jeune pour ce que je suis en train de faire, ou bien comment une femme peut faire ce genre de choses, ce genre de métier. Donc, on en a de partout, de toutes les couleurs, de toutes. C'est plus cela, quoi. Bon, parfois, je dirais, bon, je sais pas comment, Donc, comment c'est mettre plus ça. lié au genre qu'au métier. C'est plus le fait que ce soit une femme soit dans ce Parfois, métier oui. ou dans Oui, ce secteur. oui. Il y a ce stéréotype-là. Et je sais qu'une fois aussi, c'était durant mon parcours où quelqu'un m'avait dit comme cela, quand un homme parle, la femme ne doit pas parler. Je lui ai dit, pas au boulot, parce que, parce qu'il fallait pas le contredire, tout ça. Bon, ce sont des choses, il faut dire là avec. Pour ceux qui me connaissent, certains disent que je suis plutôt du genre, je ne lâche pas l'affaire. Donc ça, c'est une caractéristique pour, je dirais, toutes les dames, toutes les femmes qui ont fait des études supérieures. Je ne connais aucune qui lâche, qui abandonne de sitôt à la première difficulté. Généralement, on pousse jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat. Donc, et puis, comme l'adage qui dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Non, je préfère ne pas rentrer trop dans les débats et puis quand on fait le travail, mouiller le maillot, jouer jusqu'au bout et puis bon, que le meilleur gagne. Si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui dans ce métier, pour toi, par quoi il devrait commencer? Faire des études, il faut d'abord être passionné parce que il faut aimer ce qu'on est en train de faire. Il faut aimer voir que on apprend petit à petit, accepter d'apprendre parce que l'une des difficultés qu'on a avec nos étudiants aujourd'hui, c'est qu'ils veulent devenir riches tout de suite sans passer par l'étape d'apprentissage. Après l'apprentissage, il y a la période où tu commences à monnayer tes connaissances, en fait. Donc, il faut accepter de faire toutes les étapes et que la vie est un processus. C'est comme, on pouvait naître tous des adultes, hein, mais on est enfant avec des fonctions zéro, pleurer, manger seulement, pipi, comme on dit. Et puis après, les choses se mettent en place. Donc, la vie est comme ça. Le monde professionnel est aussi comme ça. Il faut accepter pendant un moment d'apprendre, être étudiant, assimiler tout ce on apprend ensuite. Il y aura la période de la vie active où on va monnayer maintenant contre un travail. Et puis, bon, ah, après, je pense qu'il y a la phase de la retraite. Mais malheureusement, je suis pas encore là pour donner cette expérience-là. Donc, c'est le processus normal de de la vie. Il faut aimer, je dirais, les études, faire sa part de sacrifice. Et souvent, je disais à mes étudiants, quand on est étudiant, le métier, c'est d'étudier. Donc, c'est de faire ça. Il faut les poser sur une chaise à soi et puis apprendre. Quand tu finiras la phase, tu rentreras dans une autre phase. Mais pendant que tu es sur les bancs, c'est toi qui veux devenir riche, en même temps, je sais pas si, si on est, à part pour des gens qui sont nés dans des familles déjà où tout a été préparé le plus souvent. Même quand ça a été préparé, si on t'a pas appris
à travailler, tu vas dilapider tout l'héritage en un jour. Le plus important, c'est d'aimer le travail, c'était de le faire et arriver au bout et être content de voir des résultats. Tu parles Parce que d'aimer le une travail. satisfaction quand on arrive on réussit à faire quelque chose, il y a une satisfaction derrière. Même aucun salaire, aucune personne en fait. Je pense que c'est juste un bien-être, une satisfaction que qu'on a. Je suis d'accord, tu parles d'aimer le travail, d'aimer ce qu'on fait. Pour toi qui l'aime beaucoup, c'est quoi l'expérience la plus formatrice de ta carrière jusqu'ici? Formatif. Oh, tu me poses des questions, ce sont des quoi? Il peut ne pas y en avoir, ça peut être, Eh, je sais pas moi, en cours, je veux dire, mais je peut-être qu'il sais y en a. pas. Bon, dans le domaine de la recherche, on a eu des hauts, il y a des bas, hein. Je pense que peut-être, je sais même plus par où commencer. Je sais Il y pas en a si ça a trop. été, je sais pas, je sais plus. Je sais pas si c'est le jour où j'ai vu mon premier article accepté, parce que c'était, ou bien ça a été plutôt le jour de la soutenance de thèse où tes maîtres te félicitent d'avoir rejoint, comment on appelle, La après globale. t'avoir bien cuisiné, bien sûr, t'avoir bien cuisiné, te félicite. Ou c'est pendant, je sais pas. Il y en a Mais trop. en fait, je pense que ce qui aussi nous motive en tant que chercheurs, là, je parle un peu de façon générale, c'est le fait que on pousse quelque chose et puis quand on a le résultat positif, vraiment, on a une grande satisfaction. Et ça, il y a plein de joie. Parfois, il y a des pleurs. Il y a des moments où tu te dis, mais ils n'ont rien compris à ce que j'ai dit. Il faut se rendre compréhensible, on dirait. C'est quand tu écris quelque chose et que les gens n'ont pas compris, ils vont te taper dessus. Il faut cascader le message pour qu'il puisse passer. Généralement, plus, je dirais pas c'est plus facile de passer le message entre nous scientifiques parce qu'on parle le même langage, mais l'un des gros exercices à faire, c'est de passer le message aux non scientifiques où on arrive et puis bon, le jargon à, rentre. Pendant que tu es inspiré, tu as ton jargon qui rentre et puis Oui. quelqu'un lève la main et te dit ce mot-là ou bien cette expression-là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te rends compte que bon, il faut redescendre un peu dans la manière de donner le message. Ce sont des choses aussi qu'on apprend, qui se font pas je veux dire, d'un jour à l'autre. Comme on dit, on ne finit pas d'apprendre. On apprend toujours. Tu es avec des enfants de 5 ans, ils t'apprennent. Tu découvres des choses que tu n'aurais jamais imaginées avec eux. Tu es avec des gens de 10 ans pareil aussi. Tu découvres des aspects de la vie. Je pense qu'on est c'est de la logique d'une école de la vie, en fait. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as commise ou qui t'a appris une grande leçon dans cette avancée? On commet tous des erreurs. Oui, mais celle-là, tu peux pas l'oublier. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû penser. Je pense que oui. Parfois, comme on dit, souvent on dit les grandes recettes de cuisine sont arrivées par des accidents, hein. Quand tu veux faire telle chose et puis tu découvres par accident, tu la rates et puis tu découvres une nouvelle recette. C'est des choses, je pense que ça, il y en a beaucoup. Parfois, tu t'es dit, je vais faire telle chose, soit tu as mis tes objectifs trop haut et dans l'exécution, souvent, je pense que c'est dans l'écriture des projets aussi. Quand on écrit un projet de recherche, on se dit, on veut transformer le monde, on veut faire ceci et puis après, tu as des gens qui le révisent, qui te le cassent. Il ne passe pas. Tu prends et puis tu dis, mais ils n'ont rien compris. Ou bien, ils passent et dans l'exécution, tu te rends compte que tu t'es fixé des objectifs qui étaient trop, je sais pas à quoi tu pensais ou bien comment tu t'es inspiré et tu te disais que tu voulais transformer le monde et puis là, tu es obligé de réajuster, revenir à la réalité et la réalité te rattrape, quoi. Et ça, je pense que le plus souvent, en tant que chercheur, on est un peu confronté à ça parce que ce qui fait, je peux dire, ce qui nous maintient dans la recherche, c'est le rêve, en fait. Pour ceux qui ont suivi un peu les grandes découvertes de l'histoire, souvent, c'est pas que ça a été des choses, c'est parfois par coup de chance ou bien par une erreur, tu tombes sur autre chose que tu n'avais jamais imaginé. Donc, il y a ce genre de choses qui arrivent. Donc, je pense que ça continue encore d'une autre façon dans notre quotidien. On se rend compte qu'on voulait faire ça, on voulait construire un mur, je sais pas, dans tel endroit et on se rend compte finalement, au lieu d'un mur, j'aurais dû simplement trouver
disons, faire une porte, un truc de ce genre, donc on ajuste à la réalité. Aujourd'hui, tu donnes des cours à l'université? Un peu, oui. Oui, et en plus tu fais de la recherche, donc tu définis tes sujets, tes projets et tu fais de la recherche dessus, tu écris des textes. Les résultats de tes recherches, puisque c'est dans le cadre du climat, c'est à visée politique, donc à l'ordre des politiques des institutions? C'est quoi la finalité? Où est-ce que tu dispenses tout ce que tu trouves? Je pense qu'on avait perdu un peu. C'est revenu. Donc, je disais aujourd'hui, en plus des cours et de la recherche que tu fais. Nous qui sommes dans la recherche, je veux dire fondamentale, Oui, un de nos gros soucis, c'est que généralement, d'abord, le premier résultat de nos recherches, c'est les articles scientifiques qui sont publiés dans des revues scientifiques, donc pour la communauté scientifique. Et c'est sur ça qu'on est évalué, c'est grâce à ça, c'est ce qui est intégré qui, pour nous permettre d'avancer aussi dans notre carrière. Cependant, on est confronté, puisqu'on fait la recherche, on ne la fait pas juste pour, je dis pour notre bon plaisir, mais on la fait pour résoudre des problèmes de société. Donc, il faut qu'on transforme ces résultats-là, on les mette à disposition au grand public, aux politiques. Et il y a tout un monde aujourd'hui bon, pas tout un monde, mais il y a toute une partie de la recherche qui est active. On parle plus maintenant de dialogue sciences politiques, de quand tu fais ta recherche fondamentale, il faudrait mettre comment on appelle, faire un policy brief pour les décideurs pour qu'ils puissent savoir comment ils peuvent utiliser cette recherche-là, ce genre de choses-là. Donc, on est appelé à de plus en plus communiquer sur nos résultats de recherche pour que ça ne soit pas juste pour notre monde et que ça soit applicable. Et un exemple, je dirais, je travaille dans un groupe qui est sur la qualité de l'air, et la pollution et la qualité de l'air en Afrique. Donc, nos résultats de recherche, par exemple, ont contribué à mettre aujourd'hui le code de l'environnement en place en Côte d'Ivoire. Ça n'existait pas parce que la qualité de l'air se dégrade et ça nous rend malades en fait. Et dans plusieurs, les résultats de recherche montrent aujourd'hui que la pollution de l'air, c'est un tueur silencieux. Il est elle est plutôt même à la base, non seulement les cas d'asthme, les enfants de moins de 5 ans qui vivent dans des endroits très pollués sont souvent souffrent de l'asthme et les personnes aussi âgées, il y a ce problème-là. En plus de cela, il y a comment on appelle ça? Bon, c'est un tueur silencieux, comme je l'ai dit. Donc, selon le type de particules, tu peux avoir même ça peut favoriser des cancers, ce genre de choses. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas de cancer, tout ça. Donc, on a nos résultats de recherche, que je dis nous parce que c'est pas à moi seulement, c'est toute l'équipe. On contribue à graduellement à attirer l'attention sur ces problèmes de la qualité de l'air, même, qui vont même, je peux dire, au-delà même de l'air seulement, mais de notre qualité de vie environnementale. Parce que si je vis dans un environnement qui est malsain, je vais être plus exposé à certaines maladies que d'autres. Donc, il y a ça, et ça commence à prendre de l'huile. Et notre mentor aujourd'hui, je dirais, elle est la présidente, notre formatrice de base, parce que c'est l'une des premières femmes aussi en physique. Elle a travaillé toute sa vie sur, elle s'est battue pour nous et elle nous a transmis le flambeau présidente de l'université de Nangua à Brouba. Une dame aussi, en tant que pionnière en physique, ça serait bien de la voir, quoi, à ton émission. Tu Bon, parles de on essaie de faire de la recherche qui répond vraiment aux besoins de notre société de la actuelle. société. Tu parles de mentor, tu en as parlé plusieurs fois. En termes de mentor, et là tu as parlé d'une dame, bon pour le nom, on reverra, mais est-ce que il y a beaucoup de mentors féminins, où tu as rencontré beaucoup d'aides féminines au cours de ton avancée, ou vu que le secteur, il y a pas déjà, tu vois, il y a pas beaucoup de femmes déjà, c'est un peu compliqué, ça a été que des hommes pour t'aider à avancer dans ton
dans ton métier? Bon, je suis d'une époque aussi, puisque j'ai commencé dans les années 2000, en fait, à l'université. On sait pas aussi très tôt, il y avait déjà quelques femmes en physique. Je pense que en première année, on avait déjà 2 dames en physique qui Quand nous tu dis 2 dames, prenaient. c'est des docteurs déjà? Oui, une en optique et puis il y avait une aussi en électromagnétisme qui sont encore des sciences très difficiles. Donc, elles étaient déjà des modèles. Et puis ensuite, quand j'ai changé d'université, que je suis arrivée à Cocody, il y avait des femmes très dynamiques aussi. La doyenne de l'UFSSMT dans le temps était une femme. Et il y avait, après elle, je pense qu'il y a eu aussi une femme. Et dans mon laboratoire, euh, elle était la seule femme parmi tous ces hommes-là. Une belle femme, comme on dit, une belle femme bien intelligente et qui tenait sa part qui faisait sa route auprès des hommes et qui se battait très bien. Donc, c'est toutes ces femmes-là qui ont été aussi une inspiration. On s'est dit que si elles ont réussi à le faire, je pourrais le faire et je pense que aussi les dames de ma promotion aussi ont pensé la même chose. Il y a eu pas mal de docteurs dans notre promotion aussi. Ça fait plaisir, ça encourage. Mais dans un secteur aussi compliqué, aussi complexe comme tu l'expliques, comment tu fais pour continuer à apprendre, pour continuer à évoluer? Surtout que tu dois partager du savoir. Comment tu fais? C'est le travail d'équipe. Le seul secret, c'est le travail d'équipe parce que on peut pas tout faire. On est parfois surbooké, surtout non seulement le fait d'être femme, d'être en physique et d'être en Afrique. On est beaucoup sollicité et tu ne peux pas tout faire tout seul. Et il y a le travail d'équipe, il y a des collègues qui sont très merveilleux, qui sont avec qui on travaille tous les jours, qui nous aident à pousser jusqu'au bout. Enfin, quand je dis, ah, c'est trop difficile, je ne peux pas faire, ils me disent, mais tu as la force, tu ne crois même pas que tu peux le faire. Vas-y, on est derrière toi et puis bon, on y arrive. Je pense que je travaille avec des personnes qui sont vraiment merveilleuses. C'est pour cette raison aussi. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir à entendre. Que tu sois dans un environnement qui te pousse, qui te booste, parce que la plupart du temps, les femmes qui sont dans des secteurs aussi masculins, en griffe, se sentent parfois délaissées et tu vois, ont besoin de visibilité. Bon, moi, peut-être ma chance aussi, c'est que j'ai grandi au milieu des garçons. À la maison, je dirais pas la seule fille, mais j'étais pratiquement au milieu des garçons. Ensuite, très tôt, à cause des séries scientifiques que j'ai embrassées, j'étais aussi parmi les hommes. Et au départ, j'étais aussi, comme tu le dis, timide, un peu, laisser les hommes prendre les décisions, ceci, faites cela. Il y a un professeur qui m'a une fois dit, si tu te laisses faire au milieu des garçons, ils vont te piétiner. Je pense que j'étais en maîtrise en ce moment. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, licence maîtrise, hein, il m'a dit, tu es seul parmi eux. Si tu te laisses faire, ils vont te piétiner, ils vont t'emmener là où tu ne veux pas. Donc, il faut te battre. Il faut exprimer ce que tu veux. Il faut te faire Je pense que, voilà, il faut faire entendre ta voix. C'est de là que c'est parti. Donc, à chaque fois, je leur disais ce que je pensais. Parfois aussi, quand ils viennent vers moi, ils me posent la question, je leur dis ce que je pense parce que la façon de penser d'une femme est toujours différente de la façon de penser d'un homme. Donc, ça, génétiquement, je pense que, donc, souvent, ils aiment bien prendre mon avis. Et puis bon, là, aujourd'hui, je suis avec des gens. Peut-être, en tout cas, de mon côté, j'ai pas de problème avec mes collègues. Comme on c'est dit, on sait jamais, tu sais jamais ce que quelqu'un va là. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Certes, il y a des caractères qui sont assez typiques, mais dans l'ensemble, je pense partout, que ça va. comme pas. Parce que je suis du genre aussi un peu direct dans mes propos. Je tourne pas, si je n'aime pas, si je n'apprécie pas, je dis, et je préfère ne pas garder de rancune. Donc, une fois que je passé le truc, je passe à autre chose. Dans ton métier, donc en tant que chercheur, généralement, et là, j'ai besoin de ton aide pour évoluer. On commence, après la thèse, donc on commence docteur. Et quand on évolue au fur et à mesure, c'est les articles qu'on publie, c'est ça, qui nous font avancer. Bon, on est dans l'espace CAMES. On commence, quand on a soutenu sa thèse, on Oui, est docteur, c'est le oui, dernier diplôme, comme on dit. oui. Ensuite, on est recruté en tant qu'assistant dans l'espace CAMES. OK, d'accord. Et 2 ans après, normalement, on présente un concours professionnel qui est pour l'espace CAMES. Donc,
on va faire la synthèse de tous ces travaux, de ces enseignements. Dit qu'on a fait ceci, on a réussi à réaliser cela, ceci. Et puis les supérieurs hiérarchiques vont viser et ça va aller au niveau du CAMES. Les candidatures, généralement, c'est en février. Donc, après, il y a une commission qui siège, qui va voir si on est apte, on mérite d'avoir le grade. Donc, le grade que je suis, c'est maître assistant pour les enseignants-chercheurs. Dans la recherche, ceux qui sont chercheurs sont recrutés en tant qu'attachés de recherche. Et le prochain grade qui est équivalent à celui de maître assistant, c'est chargé de recherche. Après, tu fais encore un certain nombre d'années, il y a certains critères qu'il faut remplir, faire des publications, former des étudiants, et tu montes encore ton dossier, tu repasses le concours pour le grade supérieur, qui est après maître assistant, c'est maître de conférence. Donc, et pour les chercheurs, c'est maître de recherche. Donc, c'est le troisième grade. Après cela, si c'est bon, il faudra maintenant, tu as le grade de maître de conférence ou maître de recherche. Il te faut encore un certain nombre d'années, faire un certain nombre de travaux, ensuite les compiler, faire toute la compilation, resoumettre encore au même CAMES qui va encore analyser et voir si tu es apte. Tu vas maintenant avoir le dernier grade qui est le professeur titulaire, comme on entend souvent dire, ou bien directeur de recherche pour quelqu'un qui est recruté en tant que chercheur. Donc, on a 4 grades dans notre métier. OK, très, très, très intéressant. Mais parfois, il y a des professeurs agrégés. Donc l'agrégation, c'est autre chose, c'est une autre étape. Bon, C'est un souvent, titre honorifique, c'est qu'est-ce que c'est? je sais qu'en économie, ils utilisent ça. Bon, je n'ai pas tous les détails. Je préfère ne pas dire des choses OK, qui ne sont d'accord. pas, tu mets de façon classique. Voici Oui, un c'est peu, l'itinéraire que voilà. tu viens de m'expliquer. Vraiment, on tend à la fin de notre échange. Merci beaucoup de nous avoir expliqué, mais vraiment en détail, ce que tu fais, ce que c'est. Les dernières questions que j'ai, c'est plutôt tes conseils ou tes avis sur des jeunes filles ou sur des jeunes dames pour embrasser cette carrière ou cette orientation. Tu avais déjà mentionné qu'il fallait aimer le sujet, vraiment aimer le métier ou la voie qu'on emprunte. Mais si tu avais un conseil au-delà, déjà dans le choix ou dans les orientations, quels sont les tips, tu vois, les conseils, les topos que tu pourrais donner pour arriver à identifier ce qu'on aime ou voilà, ou tenter des choses pour trouver sa voie? Je sais pas trop ce que j'ai dit, mais bon, autre chose aussi que j'ai pas peut-être mentionné, le fait que au niveau international, je travaille aussi avec des femmes qui sont très dynamiques, qui sont merveilleuses, quand je vois mon énergie à côté d'elles, c'est juste petit, comme c'est tout un minimum. C'est des Elles fusées, sont, en fait. oui, elles sont vraiment dynamiques et puis elles donnent aussi l'envie de pousser toujours plus loin. Bon, pour revenir aux jeunes filles, d'abord, si je dis une des choses, bon, peut-être c'est un peu clivant, mais je préfère m'adresser d'abord aux jeunes filles des familles modestes. Généralement, on se dit que, ah, je viens d'une famille modeste, il faut rapidement faire quelque chose. Je peux dire, l'une des portes de sortie, ce serait les sciences. Parce que quand je prends en général, par expérience, surtout sous nos cieux, ceux qui ont fait les sciences dures, généralement ne chôment pas. Ça, c'est un. Ensuite, euh, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes filles dans les filières scientifiques parce que au plan international, on demande à ce qu'on soit un peu sur du 50-50 et généralement, la place des jeunes filles est toujours là, il y a pas, elle n'est pas, comment on appelle, je dis, elle n'est pas remplie, elle n'est pas saturée. Donc, nos sœurs, j'encouragerais beaucoup nos sœurs à faire les séances dures. Elles sont difficiles au départ, mais une fois qu'on passe les 3 premières années de l'université, la recherche c'est pas, il faut juste se donner et faire ça tous les jours. Moi, quand je commençais, il y a un de mes professeurs qui me disait, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, dit que je suis trop fatiguée aujourd'hui, je regarde pas mon travail. Tous les jours, même si c'est 30 minutes, il faut regarder ton travail, penser dessus, de telle sorte que tu puisses chaque jour avoir du temps pour réfléchir. Et puis, donc il faut se donner le temps et on ne peut pas, c'est pas tout qu'on trouve d'un seul coup. Une fois tu passes, vu sur un problème pendant des mois
Mais quand tu trouves la solution, la satisfaction est tellement immense que tu oublies même tous les mois que tu as passés. Confirme, c'est vrai. Et puis, certes, les ressources financières sont importantes, mais il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Parfois, les plus grandes satisfactions ne viennent pas avec l'argent. Donc, je pense que faire un métier qu'on aime, c'est déjà une première satisfaction. Et puis bon, le reste viendra. Donc, pour les filles des familles modestes, ne vous limitez pas, Oh, ne vraiment pas de limite. C'est vrai que l'environnement où la vie est dure en griffe, mais se limiter, c'est réduire le pactole en griffe qu'on pourrait avoir plus tard. et puis après, il y a l'exposition. C'est moi, bon, je n'ai pas honte de parler je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo DRI, donc je ne pourrais pas m'imaginer que j'allais être quand quand je grandissais, je m'imaginais pas être en train de parcourir le monde. Mais grâce à la recherche aujourd'hui, je peux dire, je connais Oui, parce pratiquement qu'il tous faut les le dire, continents. tu es un globe-trotter aussi. Il faut le Je suis dire. devenue, voilà. Tu n'es plus en 2 avions, je pense que tu es en 3 avions maintenant. Il faut changer l'expression pour toi. Donc, ça m'a permis, même si j'ai pas, je peux dire, je suis pas devenue riche, mais au moins, j'ai l'occasion de, d'entrer dans un monde que je ne m'aurais jamais imaginé qu'il existait. Mais tout ça, c'est grâce aux études, quoi. Donc, je pense que la tendance mondiale aujourd'hui n'est pas que les études sont un ascenseur, mais je pense que, je crois que les études ouvrent toujours des portes, pas forcément l'argent en liquide, mais t'exposes à un monde que tu n'aurais jamais pu imaginer qu'il existait. C'est toujours un ascenseur social. Il faut y croire et il faut se mettre au travail pour pouvoir y arriver. En tout cas, merci beaucoup pour ce feedback. Les dernières questions, mais ça, c'est pour vraiment connaître ta façon de travailler. Comment tu es au bureau? Au bureau, tu préfères le thé ou le café? Je suis thé. Après, on a l'habitude, un des préjugés, c'est que les gens qui sont dans les sciences du faut boire du café pour tenir, pour faire le boileau, comme tu dis, pour apprendre le par cœur, etc. Toi, tu es thé. Oui, je suis thé. Je suis pas café. D'accord. Et tu es plutôt bureau ou télétravail? Non, je peux faire jusqu'à un passé récent, je peux faire les deux, en fait. Tout dépend il y a tu risques de rentrer dans un truc trop privé pour moi. Je préfère ne pas répondre, mais je fais les deux, dépendant de la période, des circonstances. Parfois, D'accord. c'est le télétravail qui prime. Parfois, c'est plutôt le travail au bureau aussi qui prime. Une chose aussi qu'il faut savoir dans le monde de la recherche, on n'a pas des heures administratives. Tu n'es pas obligé de monter à 8 heures, descendre à 18 heures. Parfois, tu vois des collègues qui arrivent à 15 heures. Ils peuvent rester de 15 heures à 22 heures s'ils sont productifs. Donc, cette liberté, cette flexibilité aussi, je pense que moi, c'est ce qui me plaît le plus dans le métier que je fais. Parce que j'ai pas des heures administratives en dehors des périodes de cours où quand tu as les cours, il faut vraiment être là à l'heure, à telle heure. Je peux venir à 10 heures, mais je peux descendre plutôt à 20 heures au lieu de 17. Il y a des jours, je sais que je peux inspirer. Au lieu de rester là, traîner, je préfère rentrer tôt et puis bon, plus tard dans la nuit, rester, veiller tard sur mes trucs. Super. Le plus important, c'est de pouvoir, euh, on dit quoi, en anglais, ils disent meet your deadline. Donc, C'est ça. c'est délivrer, en fait, à temps. Voilà. Tu es, je veux dire, tu es dans ta bulle, tu es au bureau. C'est quoi les activités ou c'est quoi les choses que tu fais pour déstresser, changer d'air? C'était la musique. Et je fais du sport aussi 2 fois par semaine pour pouvoir évacuer un peu le stress. Dans quel style de musique? Je suis du genre variété, j'écoute un peu de tout, pourvu que ça me plaise. Tu es plutôt donc lecture, livre ou télé, cinéma? Les, je dirais plutôt livre. La Tu es télé. trop devant les écrans en fait, donc tu veux couper. Je vais pas habiter dans une maison où il y a une télé, je vais pas l'allumer pendant des jours. La télé, je suis pas très télé. Plutôt livre. OK. D'accord. Et dernière question, quelle est la personne que tu rêverais de rencontrer? Il ne peut pas y en avoir. Ça, c'est drôle, ça. J'y ai jamais pensé. J'y ai jamais pensé. En fait, pourquoi je dis je sais pas, bon, quand je prends dans mon milieu professionnel, Oui.
surtout quand tu viens en Occident, tu peux être avec des prix Nobel. Vous êtes tous dans la queue en train de prendre à la cafette. Il a son plateau, tu as son plateau. Vous De discutez. Donc, malade. ils sont tellement, c'est tellement simple que je sais pas. Pour te répondre honnêtement, je sais pas. J'y ai jamais pensé. Une fois descente en Italie, je savais même pas que c'était un prix Nobel qui était devant. Et le gars, il commence à te poser des questions. Ok, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Bon, tu commences à parler, tu sais même pas. Et c'est après qu'on te dit, ah, c'est un prix Nobel. Tu discutais avec un prix Nobel. Et les gens sont tellement simples que OK. Mais en tout cas, c'est la fin de notre échange. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour les explications. je t'en prie.